Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui je vous parle de Batman and the Joker, The Deadly Duo, dessiné, écrit et ancré par Marc Silvestri et colorisé par Arif Prianto. Alors j'ai acheté cette édition américaine de luxe édition parce que il y a évidemment la mini-série en 7 épisodes, tout en couleur, et aussi parce qu'il y a pas mal de pages en noir et blanc. Parce que vous allez voir par rapport au style de dessin de Silvestri, vraiment le travail qu'il fait à l'ancrage au dessin est extrêmement important. Et je voulais comparer un petit peu les 2 versions parce que effectivement, j'avais vu passer quelques critiques disant que, la couleur écrasait un peu le dessin ou alors on avait l'impression que le dessin n'était pas ancré, que c'était juste du crayonné colorisé, ce qui rebute beaucoup de gens, ce que je peux comprendre. Donc je voulais avoir un peu de comparaison et c'est vrai que Urban avait sorti ça en 2 volumes, un, en couleur et l'autre en noir et blanc. Je pouvais pas acheter les 2, donc j'ai opté plutôt pour une solution un peu hybride et donc la version américaine qui est un beau bouquin quand même, globalement, en fait, en hardcover. Avec cette couverture, heu, cette wraparound jacket comme on dit et avec cette version, à l'intérieur que je trouve plutôt cool avec les dessins en noir et blanc. Parce qu'effectivement, c'est un projet, qui aurait pu être édité d'ailleurs entièrement en noir et blanc, hein, à la base. Mais je pense que pour le marché, c'était un peu compliqué, donc ils l'ont quand même colorisé. Et ce qui est, mais ça tient quand même en grand enfin, c'est une des grandes, comment dire? Une des grandes qualités du projet, c'est, finalement d'avoir été, pensé par Silvestri avec une approche artistique qui aurait pu parfaitement, fonctionner en noir et blanc ou en tout cas, qui va vraiment un petit peu dans une approche qui est, plutôt originale par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs. Rapidement sur l'origine du projet, donc ouais, dans cette petite édition, à chaque fois, vous avez une petite page de garde, dessinée en noir et blanc des différents personnages par Silvestri, donc c'est aussi plutôt cool. Rapidement, ce que raconte Silvestri à la fin, c'est qu'il avait été déjà un peu approché par Jim Lee, qui lui posait de temps en temps la question de savoir si ça l'intéresserait de faire un peu du Batman. En tout cas, un titre d'ici. Il avait finalement répondu à l'appel en proposant en 2014 à Bob Arras un pitch. Donc le pitch, c'était l'association Batman et Joker contre un ennemi commun. Et donc il a passé pas mal de temps sur ce projet-là. Ce qui est très intéressant, c'est que, il a aussi, décidé d'y appliquer une approche artistique, qui est, à la fois dans la continuité de ce qu'il faisait, je vais y revenir, et en même temps, revenir à d'autres influences, notamment horrifiques. Je vais en parler aussi par rapport à ça, ce qu'il explique, en fin du bouquin. Donc ça va être l'occasion un peu de se pencher un peu aussi sur l'évolution du style de Silvestri. Rapidement, concernant l'histoire, hem, c'est pas une histoire transcendante, clairement. C'est un buddy movie, contrarié, on va dire, parce que les personnages restent quand même des adversaires et le Joker est plus que jamais, dangereux et fou. Mais c'est une histoire, qui, est assez classique dans son déroulement, parfois un petit peu longue parce qu'on sent qu'il y a quand même, des petits problèmes de rythme à des moments. Mais globalement, on retrouve un peu ce qu'on imaginait sur ce titre. C'est-à-dire que des scènes d'action plutôt pas trop mal. Une ambiance un petit peu horrifique, des designs de personnages intéressants aussi, et puis, une conclusion qui est satisfaisante à défaut d'être totalement originale. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. C'est un peu du blockbuster qui pourrait faire vraiment penser à un comics, des années 90. Donc c'est-à-dire, vraiment intéressant un tout petit peu, sur les personnages, mais plutôt axé sur le dessin et puis, les des pin-up, bien sexy ou au contraire, chez les hommes, bien valorisante au niveau de la musculature. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est, justement cette approche un petit peu horrifique, du monde de Batman qu'apporte Silvestri. Donc j'ai sélectionné quelques pages pour, essayer de vous parler un petit peu du style. Il y aura J'ai évité les gros spoilers, mais bien évidemment, toujours au détour d'une page, on peut tomber sur une information. Donc n'hésitez pas à lire l'histoire avant. Ça vaut globalement le coup, ne serait-ce qu'artistiquement, c'est quand même un plaisir de retrouver Silvestri et ça reste un album quand même de bonne qualité. C'est un Batman, vraiment plutôt sympa, qui propose quelque chose un peu différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc, voilà, allez-y, jetez-y un œil et après revenez voir, cette vidéo. Alors, premier exemple en fait que je voulais prendre, hem, ici déjà sur cette page, heu,
le style de dessin en fait, qu'utilise, Marc Silvestri dans ce comics, alors déjà il n'est pas, comment dire? Entièrement, crayonné. On a l'impression effectivement par la couleur qu'à des moments, le dessin est un petit peu effacé et un petit peu, comment dire? Et n'est pas très net en fait. On a plusieurs fois cette impression effectivement, mais c'est plutôt dû, au fait que, il a mélangé un peu les techniques. C'est-à-dire qu'il s'est ancré directement, clairement on le voit, quand on regarde les planches en noir et blanc et puis il y a des aplats noirs, comme ici par exemple, où on voit quand même qu'il est passé, à l'ancrage. Par contre, ça semble être un ancrage très fin, je crois il s'ancre au Rotring. Donc en fait, on a des traits extrêmement fins qui, à mon avis, sur une planche en grand format, était plus visible, qui réduit effectivement à des moments, donne l'impression vraiment de toutes petites textures qui, du fait que le trait soit finalement très fin par la réduction de la planche, le rend à peine visible et ce qui fait qu'à des moments, on a vraiment l'impression que la colorisation, du coup écrase totalement ou qu'il a été colorisé directement sur des crayonnés. Mais en regardant un petit peu quelques planches en noir et blanc à la fin, on voit qu'effectivement, il y a des endroits où le crayonné est tellement fin et tellement appuyé, il semble pas s'être donné la peine d'ancrer parce que le crayonné en lui-même est déjà assez précis. Et d'autres moments où vraiment on le voit ancré, on voit qu'il a même des traces de feutre et tout, je vous montrerai un peu après. Voilà, d'ailleurs, il raconte dans les anecdotes que qu'il remercie sa femme justement qui a passé, des heures à effacer les crayonnés, sous ses ancrages, sur les planches. Donc, voilà, donc c'est pas, on n'est pas dans le cas comme par exemple ce qu'avait fait, si je me souviens bien, Salvador Larroca dans Extreme X-Men, où il n'était pas ancré, où il y avait une colorisation directement par-dessus. Là, c'est pas vraiment le cas. Au niveau artistique, ce qui est intéressant aussi, il cite comme influence notamment, Bernie Wrightson et notamment la référence à son, Frankenstein, donc qui s'appelait Frankenstein Live, je crois, bref, hem, qui est une œuvre en fait, illustrée qui est magnifique et qui, avait pris comme parti pris artistique, pardon, de travailler le dessin et des ombres notamment et les formes, vraiment, j'allais dire en sculptant au trait, c'est-à-dire c'est un peu ce qu'on voit ici, plutôt que d'appliquer une ombre forte avec juste les petits traits habituels comme fait Jim Lee. Là, c'était vraiment de travailler le volume systématiquement, avec des traits qui allaient se croiser et donc reconstituer un petit peu à la forme et le volume du muscle et en même temps les ombres. C'est une technique extrêmement chronophage, extrêmement complexe. Si vous regardez, l'album de Frankenstein de Bernie Wrightson, vous allez voir, il la maîtrise à la perfection, il fait des effets incroyables et c'est ce qu'a voulu faire un petit peu Silvestri ici. Donc bien évidemment, on sent au début de l'album qu'il est à fond dans cette approche et qu'il le fait très bien. On le voit ici, par exemple, sur cette page. Le décor ici est vraiment très, très travaillé, les nuages, souvent les textures de costumes aussi. Il va beaucoup travailler avec ce trait pour essayer de sculpter un peu l'ombre, sculpter un petit peu les formes et ça donne une texture à Gotham et globalement à la série qui est vraiment, vraiment intéressante. Il y a un côté, ville décrépit, un petit côté, usé, abîmé, tout au long de l'histoire qui va très bien à la fois au décor, au personnage et je vais y revenir. Maintenant, on sent aussi que il faut faire 7 épisodes et que c'est une technique qui prend énormément de temps. Donc là où au début, on a quand même un peu cette omniprésence de cette technique, à la fois dans les décors, sur les personnages et tout, au fur et à mesure qu'on avance dans l'album, on se rend compte que il va se relâcher un petit peu à des moments sur les décors. En fait, il va beaucoup plus doser son effort. On retrouve un petit peu plus l'approche qu'avait Silvestri, dans les années 90 où il allait, travailler certaines images et puis, un peu simplifier d'autres. On peut pas vraiment l'en blâmer parce que vraiment cette technique, elle est complexe à manier mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il la tient quand même jusqu'au bout. Il y a peut-être une ou 2 planches où on voit que c'est peut-être un peu moins abouti, mais il la tient jusqu'au bout et du coup, il maintient cette ambiance, très glauque, en fait, pendant toute la série. Ici, vous voyez un bon exemple, de ce type de travail. C'est-à-dire que vous allez avoir aussi bien la cape ici qui est travaillée que les muscles. Vous allez avoir tout l'effet donc là qui est l'arrière, de la cape et de la Batmobile. La ville, elle est travaillée aussi dans ses moindres détails. D'ailleurs, l'architecture de la ville de Gotham est super intéressante. Ce qu'il a voulu faire, c'est très gothique, mélange de plusieurs époques. C'est presque un peu dommage qu'on voit pas plus Gotham que ça, mais en même temps, vu le boulot que ça demande, c'est pas forcément étonnant. Mais il s'en sort plutôt bien et il propose une vision de la ville, je trouve assez originale, qui lui donne beaucoup de caractère, un petit peu comme dans les films de Tim Burton, par exemple.
Et puis l'autre aspect aussi qui je trouve, explique, en tout cas va parfaitement avec cette technique, c'est le côté horrifique de cette histoire. Donc, vous savez que Marc Silvestri, il a commencé, chez Marvel, il a fait enfin il a pas commencé chez Marvel exactement, mais en tout cas on l'a surtout repéré chez Marvel. J'ai parlé dans une vidéo, chez nos amis de la Taverne de Lug, je vous invite à aller voir, de premier récit dans lequel je l'avais découvert qui était, Avengers versus X-Men, où j'avais déjà bien aimé son style. Après il est passé effectivement sur Wolverine, un passage sur les X-Men, très remarqué aussi, peut-être que j'y reviendrai un jour et puis après il est parti, chez Image. Chez Image, il a commencé en fait avec, une série Cyberforce qui est ressortie il y a pas longtemps, dans lequel on retrouvait un style, finalement très proche de Jim Lee, qui pour moi ne lui convenait pas énormément parce que ce que j'aimais chez Silvestri, c'est justement ce côté un peu, comme on dit, gritty, très sombre, un peu, pointu, rugueux. C'est-à-dire tous les personnages n'étaient pas forcément beaux et en même temps, il avait une capacité à rendre les personnages féminins, très sexy et en même temps de toujours avoir ce côté un peu, j'allais dire, hem, très très brutal, très rapide, très rushé, un petit peu dans le dessin, qui je trouvais lui donner, notamment sur Wolverine, une approche assez unique et vraiment très intéressante. Donc Cyberforce, c'était un peu plus figé. Là où je pense qu'il est revenu un petit peu plus à ça, ça a été sur, The Darkness, mais qui, était une série qu'il a lancée aussi après, dans le succès un petit peu de Witchblade et on sent aussi que, Michael Turner qui avait, aussi posé un style graphique, sur Witchblade, avait, influencé ça et que The Darkness aussi, finalement commençait à adopter les codes graphiques de Witchblade avec des pin-up de personnages, des gros plans sur les visages et cetera. Ce qui faisait que du coup, ça devenait un peu moins intéressant en termes de storytelling. Arrivé ici, sur ce Batman-là, il y avait déjà un petit peu, j'ai déjà un peu reconnu le style qu'il avait utilisé il y a très longtemps. J'essaierai peut-être de la mettre en incruste, d'une cover pour, Batman. Enfin, il y avait une pin-up et une cover en fait qu'il avait faite pour un Batman, black and white, où déjà il avait travaillé un petit peu ce style-là au trait sur Batman et ça rendait très bien, notamment sur la cape. Donc là, j'étais vraiment intéressé de voir que déjà d'une part, il revenait à un style, graphique peut-être un petit peu plus proche de ses fondamentaux, un peu plus poussé, donc moins, j'allais dire moins Jim Lee ou moins Michael Turner. Qu'il en plus, il s'adaptait à un univers où il importait effectivement ce qui avait fait aussi un peu ses caractéristiques sur The Darkness, c'est-à-dire ces espèces de monstres, aux dents pointues, donc vraiment ce côté aussi là horrifique et monstrueux qui je trouve lui va très, très bien, plus que Cyberforce et son côté, SF. Et puis aussi, ce qui était intéressant, c'est que, étant maître de l'histoire, ça me posait la question de savoir qu'est-ce qu'il allait faire en termes de storytelling et là, je trouve que effectivement, il fait de la pin-up. On retrouve un petit peu, hein, de la pin-up, de ça et là et tout. Il se fait quand même un peu plaisir et il fait plaisir à ses lecteurs. Mais ça reste quand même une histoire avec un storytelling, j'allais dire plus classique. Je vais pas forcément dire dense, mais on voit quand même que, il se donne la peine, de raconter pas mal de choses à chaque épisode. Il ne décompresse pas pour juste essayer de placer des pin-up. Et donc voilà, je vous parlais de ce côté un petit peu, rushé dans le style de Silvestri et notamment dans les mouvements des personnages et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, qui a apporte énormément d'énergie et aussi, je trouve n'est pas, quelque chose que l'on voit beaucoup, aujourd'hui. Il y a presque un petit côté, Mignola des fois dans ses côtés, dans ses formes, très simplifiées et très pointues et à l'inverse, on voit ici le travail sur le visage avec l'expression. Ces visages sont un petit peu moins caricaturaux que ce qu'ils faisaient à l'époque de Wolverine, mais c'est pas gênant, ça passe très bien. Mais vous voyez, ce travail assez admirable ici sur le visage avec tous les volumes qui sont faits, au trait. Donc voilà, ça c'est, un peu les généralités sur ce comics. Donc un Silvestri plutôt en grande forme. On le voit ici avec cette Batcave et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette approche artistique et ce côté, comme je disais, un petit peu pointu, un peu menaçant de son trait, ça devient, finalement une vraie caractéristique graphique dans les designs des véhicules. Si vous regardez, son Batplane, son Batcopter ou ses différentes Batmobiles, elles ont un côté, finalement pas vraiment voiture, presque objet monstrueux. Elles semblent presque organiques avec, toutes leurs pointes agressives et cetera. Il a une autre Batmobile aussi qu'il utilise un petit peu plus loin et ça, c'est vraiment un des points aussi que je trouve intéressant. C'est que, finalement son approche de trait, très agressif quelque part,
permet en fait, derrière de caractériser l'univers entièrement, que ce soit au niveau de l'architecture, que ce soit au niveau des visages, on va le voir sur d'autres personnages, ou au niveau des véhicules et des accessoires. Donc ça donne une vraie cohérence, graphique à cet univers. Autre chose aussi au niveau des visages, on va le voir, des personnages humains, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Là encore, je vous disais, il a un peu mis de côté son côté, un peu caricatural, mais que j'aimais beaucoup, donc c'était pas vraiment un problème. Là, on retrouve, quelque chose d'un peu, un petit peu plus effectivement ce qu'il faisait à l'époque de The Darkness ou, de Cyberforce. J'allais dire des visages un petit peu plus dans la ligne de Jim Lee ou de Michael Turner, mais c'est-à-dire notamment les yeux, au niveau des personnages féminins, mais aussi des visages, d'hommes, j'allais dire. Là, on voit qu'il y a une petite pointe un peu de ce qu'on retrouvait chez Silvestri avant, dans les traits, mais ça reste quand même beaucoup plus, carré que ce qu'il faisait, sur Wolverine, par exemple, ou sur les X-Men. C'est pas gênant en soi, ça va avec le ton de l'histoire. C'est pas vraiment un regret, mais voilà, c'est une petite évolution. Encore une fois, un travail sur l'architecture très intéressant. Là-dessus, je dirais un mot sur les couleurs, mais après aussi, mais hem, je comprends encore une fois pourquoi, beaucoup ont eu l'impression que ces couleurs venaient un peu écraser, mais je trouve que le pari est plutôt bien réussi, et plutôt, vraiment de bonne qualité. Parce que l'ambiance, elle n'est pas forcément évidente. C'est-à-dire que le dessin de Silvestri dans ce comics impose beaucoup de zones d'ombre, impose, un éclairage aussi et une ambiance qui, en noir et blanc, on va le voir, est assez un peu tout le temps la même, en fait. Et le coloriste a dû quand même bien se prendre la tête pour arriver à chaque fois proposer quand même quelque chose d'un petit peu différent. On le voit ici, c'est une scène de bureau, elle peut pas être éclairée comme, comme précédemment sur des scènes de nuit et cetera. Donc ça nécessite quand même, de penser sa palette et en même temps, ça peut pas être une palette, complètement disruptive. On peut pas passer avec du ciel bleu, avec, des couleurs vives. Là, le travail est plutôt intéressant. On n'est pas sur un ciel bleu, on est sur quelque chose d'un peu jaunâtre. Il y a un côté un peu délavé, en fait, dans la ville, qui va avec le côté décrépit, je trouve, du dessin, en fait, de la façon dont il dessine, pas du dessin, mais de la façon dont il dessine, Gotham. Ce qui fait il arrive quand même à faire ressortir les personnages, mais en utilisant quand même une palette assez restreinte, ce qui, du coup, devait pas être simple à penser. On le voit aussi sur cette scène, où là, c'est encore plus marqué parce qu'on est censé être, à l'aube, je dirais. Donc on a quand même une lumière du soleil qui vient taper et pour autant, la palette n'est pas trop flashy, voire pas du tout. On reste sur des couleurs, automnales, très terriennes, un petit peu d'orange, un petit peu de vert, même mais où tout semble un petit peu délavé. On arrive quand même à lire, mais on a cette ambiance, encore une fois, crépusculaire qui va parfaitement bien. Et puis, comme je vous le disais, ce travail sur les visages qu'on va retrouver. Là aussi, content de voir qu'il y a pas, des grosses pin-up de visages comme il pouvait y avoir dans Darkness avec, 15 bulles de dialogue autour. Là, on reste quand même dans un art séquentiel, traditionnel. Beaucoup de visages de trois quarts, certes, mais ça reste quand même comme l'histoire est plutôt, dynamique et où il y a pas non plus beaucoup de scènes de dialogue, c'est pas quelque chose qui devient un peu, qui devient trop redondant, en fait. Une petite scène de flashback aussi pour s'attarder sur la façon dont il dessine, le Joker, qui est aussi une bonne surprise parce qu'il y a quand même eu 1000 interprétations du Joker. Et j'avais un peu hâte de savoir ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait pencher, sur un côté vraiment horrifique? Est-ce qu'il allait pencher sur, une approche un peu, façon Heath Ledger dans The Dark Knight? C'est un peu un mix de tout. On retrouve un visage assez long, assez pointu, comme, par exemple chez Brian Bolland ou chez d'autres artistes, en fait, qui ont tendance à vouloir, Bruce Timm, par exemple, à vraiment allonger le visage du Joker. On retrouve au niveau du sourire aussi, ce côté, un petit peu exagéré, comme le fait Libermero justement, donc comme si les lèvres avaient été un peu découpées et en même temps son Joker est extrêmement expressif. Et puis il y a un petit côté un peu punk en fait, qui est assez sympa, notamment dans la coupe, mais même dans l'attitude du Joker. Il y a, son côté un peu imprévisible, est plutôt bien rendu. On donne pendant tout l'album l'impression que ce duo l'amuse énormément et du coup qu'il s'éclate, qu'il est rempli d'une espèce d'énergie folle, et en même temps, qu'il est toujours au bord du craquage et de l'ultra-violence. C'est pas évident à rendre dans les dessins, mais je trouve qu'il s'en sort très, très bien parce qu'il a cette façon de le designer. On le voit ici avec toujours ce regard très inquiétant, un petit peu comme, qu'avait un peu le Joker de Jack Nicholson justement. Hem, un visage aussi très pointu et
et cette attitude, en fait, très agressive tout le temps dans la silhouette. Il y a un contraste, par exemple, qui est assez intéressant, c'est que, on va le voir peut-être un petit peu plus loin, je sais pas si c'est sur cette page? Non, c'est un peu après, mais on peut le mettre ici aussi parce qu'on le voit un peu mieux aussi le Joker. Hem, le fait il le design comme quelque chose comme quelqu'un d'assez fin, avec des épaulettes pointues, toujours des pareil, des formes, toujours un petit peu agressives, fait que par rapport à un Batman que vous allez voir est beaucoup plus massif, beaucoup plus musclé. C'est ce qu'il explique dans le texte après, à la fin du bouquin, c'est qu'il voulait un Batman sans armure, juste un mec qui est une force de la nature, un petit peu façon Ben Affleck, dans, le Snyderverse. Donc ça, ça fait un contraste assez intéressant et pour autant, tous ces designs-là, toutes ces petites pointes naturelles dans les genoux, les pieds, fait que le Joker semble être finalement une arme en lui-même. Il donne l'impression d'avoir un corps extrêmement tendu, on va le voir un petit peu après, parce qu'il a un costume un peu plus moulant. Donc d'avoir, plutôt un physique très sec, mais qui est, celui de quelqu'un qui est capable de déployer une vraie force par sa folie et son côté furieux. Ça encore une fois, c'est un point de détail, dans le design qui fonctionne bien et puis cette coupe aussi, c'est un truc que j'ai bien aimé parce que ça donne l'impression qu'il s'est, presque coupé les cheveux lui-même, n'importe comment et ça donne justement ce côté, je trouve un peu punk, un peu, mec sorti d'un asile qui n'est pas là pour avoir un look de dandy, mais qui semble, lui aussi un peu dans un look un peu décrépit, en fait. Là, c'est un petit affrontement avec Batgirl, mais bon, qui est assez, classique, on va dire, dans sa représentation des personnages féminins de Sylvester. Elles ont un peu toujours le même visage, c'est un peu un souci, mais là, en l'occurrence, ça passe. Mais ce qui était intéressant, c'est que, j'avais pris cette page pour montrer qu'il y a quand même un découpage plutôt bien foutu. Il y a des planches, effectivement, comme je disais plus loin, dans les scènes d'action avec des gros coups de poing, des gros coups de pied en gros plan, et cetera. Mais là, en fait, ça ne se résume pas à ça. Il a vraiment élaboré un storytelling un petit peu plus, complexe que ce qu'il avait l'habitude de faire à l'époque d'Image. Donc voilà, et ça reste très, très dynamique et ça va, je trouve, vraiment bien avec, ça se complémente bien avec son style de dessin. Comme je le disais, qui a ce côté un petit peu rushé. Donc ça aussi, c'est vraiment, vraiment plaisant. Il y a un bon travail. Je vous parlais voilà, le côté un peu décrépit. Donc là, effectivement, comme je vous le disais, on rentre un peu dans le spoiler. En termes de personnage, c'est un nouveau personnage qui est introduit et clairement, on voit que Silvestri avait vraiment une approche horrifique un peu de la tonalité du récit qu'il voulait faire. Là, on le retrouve vraiment bien là-dessus dans le design que je trouve plutôt cool de ce personnage-là. Espèce de marié tout en noir avec la peau aussi abîmée. Donc c'est vraiment plutôt cool. Et puis il y a ce costume du Joker en fait, qui a une espèce de costume tactique que lui passe Batman à un moment donné. Ça fait assez étrange au départ parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Mais ce qui était intéressant, c'est que comme je vous disais, non seulement ça renforce la silhouette avec la musculature très tendue du Joker, donc il lui rajoute un petit côté menaçant. Il y a un petit gag aussi sur le fait de lui donner un costume super-héroïque qu'il n'a pas l'habitude de porter, donc c'est assez marrant parce que c'est un peu comme s'il devenait une espèce de sidekick officiel de Batman. Et puis le dernier point que je trouvais intéressant, c'est ces effets de design ici, ces traits-là. Ça, si vous avez à la fois vu le travail de Kenneth Rocafort à l'époque où il était revenu designer Cyberforce et puis après, Silvestri qui était notamment sur Hunter Killer. Ils avaient repris un petit peu ces styles, alors je sais pas lequel des 2 a la paternité de ça, mais ces styles de design de costume où il y a des traits qui viennent se superposer. Là, on le retrouve, vous voyez, un peu, ici aussi. C'est les genres de petits détails, un peu chargés, on va dire, à des moments, parce que pour tenir un costume, un design comme ça, sur toute une BD, c'est un peu compliqué. Mais que j'avais repéré à l'époque sur Cyberforce. Je vous parlais de Splash Page. Voilà un bon exemple d'une Splash Page qui est plutôt bien foutue. Alors, on est effectivement dans la composition très image, hein, 3 petites cases avec de la silhouette à peine esquissée pour représenter une action, et puis on donne toute la place et toute la latitude à la Splash. Elle est très bien composée aussi avec cet effet en fait, de lecture de gauche à droite un peu en triangle qui va bien avec la cape et tout, donc la compo est plutôt chouette. J'aime beaucoup aussi le travail sur le volume. Ici, ça c'est un truc qui réussit vraiment bien. Je trouve par certains aspects que son Batman est peut-être un peu trop massif à des moments, mais on va pas se mentir, il réussit vraiment bien à traduire à chaque fois ce volume, que ce soit au niveau de la cuisse ici, au niveau du torse. Tout ce travail au trait qui est fait, c'est une vraie réussite. Et en même temps, ça va parfaitement bien
avec ce que je disais, le côté, monstrueux et décrépit, des différents monstres qui interviennent. Voilà, là-dessus, je trouve que c'est une vraie réussite, et qui continue à apporter effectivement cette ambiance, vraiment glauque à la série. Voilà, une autre pin-up dont je parlais, où là, pour le coup, je trouve que le travail techniquement est bien, mais où le personnage fait extrêmement figé, en fait. C'était pour contraster avec la précédente qui est restée quand même assez dynamique. Là, on retrouve pareil un très beau travail sur les volumes, une représentation de la ville aussi, pas inintéressante du tout, hein, avec toutes ces pointes et cetera et tout. Donc il y a ce côté vraiment, de Gotham assez unique et assez inquiétante. Mais, je pense que c'est vraiment la posture du cou, enfin je sais pas, il y a quelque chose de pas naturel dans cette posture. En tout cas pas dynamique, comme s'il était vraiment figé comme une figurine, sur un pied. Donc voilà, c'est esthétique, ça passe bien, mais il manque pour moi quelque chose par rapport à la pin-up, pin-up précédente. Donc voilà, je passe rapidement sur les variantes cover. Il y en a un paquet, il y en a quelques. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y en a un paquet d'artistes très différents. Kyle Hotz, que j'aime beaucoup aussi, même si c'est pas, j'ai pas lu beaucoup de choses de lui, mais c'est vrai qu'en termes de cover, ce qu'il fait, ultra détaillé comme ça, un peu dans une espèce de style à la Kelly Jones, j'aime beaucoup. Là, je pensais que c'était Joke au début, mais en fait c'est Jorge Fornes. Très bonne idée de design. Il y a un paquet de covers alternatifs, parce qu'effectivement, je sais pas combien il y en avait, mais il y avait, tiens, Kelly Jones justement. Il semblait avoir 2, 3, 4 covers alternatives, encore Kelly Jones, pour chaque épisode. Donc il y a un paquet, il y a du Jim Lee, là il y a du Yannick Paquette aussi, donc c'est, rien que pour ça, c'est vraiment intéressant aussi. Je sais pas si Urban, dites-moi en commentaire si Urban a mis toutes ces covers là. Je suis pas sûr, mais David Mack aussi, qu'on n'avait pas, enfin, j'avais jamais vu sur Batman, donc intéressant de le retrouver ici. En fait, voilà, mais c'est vrai qu'il y a quand même une sacré paquet, d'artistes. Gary Frank, hein, aussi un excellent dessinateur. Donc voilà, et c'est intéressant parce que effectivement les styles sont tellement différents, Bill Sienkiewicz, que c'est intéressant aussi de voir ces approches c'est Simon Bisley aussi, voilà, très différentes, et même Mike Mignola, bon, dans une structure et une construction de couverture assez classique pour lui, mais toujours intéressant de le retrouver là. Et puis, comme je vous le disais, il y a ces fameuses planches à la fin, page ancrée, de Silvestri, en fait, où là on peut voir vraiment, uniquement ce qui était la planche, je suppose, avant colorisation évidemment. Et là, comme je vous disais, en fait, c'est là où on voit le travail très différencié, où là on est dans quelque chose de très très fin, ce qui ressemble effectivement à du crayonné. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus gris, beaucoup plus clair que ce qui a été fait ici. J'aurais tendance à penser que soit il a utilisé un crayon, plus léger, pour pouvoir faire popper un petit peu plus, le personnage avec du noir ici plus marqué, soit il a fait ça au crayon et il a ancré celui-là par-dessus, et qu'il a créé en fait des zones, en fait il a travaillé ses ombres, comme ici ou là, à l'ancrage, et ce qui devait rester un petit peu plus en second plan, comme par exemple ici, derrière, ou des traits voilà, sur la lune, il a peut-être laissé en crayonné. Ça permettait à la fois de gagner du temps, dans l'ancrage, et puis il a l'air d'avoir un crayonné quand même assez précis, euh, et en même temps de créer un effet de profondeur. Mais je trouve que ça marche, plutôt pas mal, et encore une fois, ce côté un peu rushé me gêne pas. Mais on voit ici ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'ambiance de la page, elle va être dictée totalement par le travail qu'il fait sur la lumière et sur les ombres et tout. Ça fonctionne plutôt pas mal, mais contrairement à ce qu'avait fait, Bernie Wrightson, où vraiment la lumière ne faisait aucun doute dans chacune des illustrations de Frankenstein, là, à des moments, on est un petit peu moins sûr, je trouve, de l'orientation de la lumière. C'est pas déconnant en soi, ça gêne pas la lecture, mais et puis ça permet de voir quand même que c'est un sacré boulot, à faire, mais c'est un petit peu moins évident. Hem, donc voilà, sur certaines scènes, ou comme par exemple comme ici, où on voit que la lumière vient, clairement de cette zone-là, c'est beaucoup plus éclairé que là, où on est beaucoup plus on commence à être plus dans le sombre. Pour autant, cette ambiance, elle se retrouve pas de manière, parfaitement équilibrée dans l'ensemble, parce que c'est un travail, démentiel, par rapport au fait de bien choisir comment densifier ces traits pour arriver à créer quand même du contraste entre cette zone ici, et cette zone-là,
comment est-ce que vous dosez parfaitement entre ces rochers ici, ces rochers là et tout. Ouais, voilà, je pense que c'était un projet un peu fou une mini-série de faire ça. Et on le voit par exemple sur cette page-là. Euh, c'est un très bon exemple où on voit que quand il y a de la composition, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, là il peut plus facilement jouer sur. Là, je vais bouger la caméra. Beaucoup plus de noir, et puis on commence un petit peu à être moins précis, puis après faire en silhouette. Là, on peut composer un petit peu. En revanche, quand les personnages commencent à être tous sur le même plan, comme ici, un peu compliqué de commencer à faire la différence entre la cape de Batman, le bras de Batman, la tête de son adversaire. Parce que finalement, la technique de ces vêtements très plissés, etc., est presque un peu la même et elle se superpose entre la cape et ça. Ce qui fait que la lisibilité, elle n'est pas forcément évidente. En tout cas, sur cette page-là. Ça marche sur d'autres cases, mais voilà, en plus petit, pareil. Comme ça, un petit peu difficile de lire uniquement en noir et blanc. Même si, et là c'est le côté positif, finalement, on garde l'essentiel de cette image, qui est l'agressivité, la vitesse, le côté chaotique de cette attaque, puisque toutes les formes pointues, le fait que la composition soit en triangle, etc., est quand même préservé. Donc, un peu plus de difficulté à lire la profondeur, pour moi en tout cas, avec ce travail au trait, un peu de confusion, on va dire, ou de superposition, mais le dessin reste d'une grande qualité technique, provoque un petit peu le même effet, le même ressenti. Donc voilà, et c'est vrai que voir les planches en noir et blanc, ça permet quand même de voir l'immense travail que ça a dû représenter, que ce soit ici sur les ruines, mine de rien, c'est la complexité d'arriver à représenter cet effet chaotique des ruines, mais avec que des traits. Donc énorme boulot, là aussi énorme boulot sur cette double page. Alors le dessin, j'allais dire à gauche, est plutôt classique dans la pin-up, mais sympa dans sa composition. Là, le travail sur ce mariage, il est fou, quoi. Entre les fleurs, l'architecture, les ombres. Ouais, c'est vraiment. Et c'est appréciable d'ailleurs de voir que bah, il s'est pris vraiment la tête sur ces planches comme ça, qui sont pas les planches les plus. C'est pas forcément une pin-up de Batman qui va revendre derrière ou autre. Là, ça reste une page où il n'y a même pas de. Il n'y a pas Bruce Wayne, il n'y a pas de personnages principaux. Et pour autant, le travail sur le décor et l'ambiance du mariage, en une image, eh ben, on a tout, quoi. On a absolument tout. Et c'est un très très beau travail sur la robe, sur les tissus. Donc voilà, et je vais finir avec le travail. Encore une fois, je parlais de travail sur la robe, mais là, voilà, cette image-là, je la trouvais vraiment extraordinaire en noir et blanc. Elle était déjà belle en couleur, mais là, en noir et blanc, on voit mieux quand même le travail qui a été fait et la façon de parfaitement penser la superposition des plis. Alors je sais pas si genre il a une technique qui fait que c'est très spontané pour le faire, mais entre la gestion des plis, la gestion des volumes, des ombres, le fait de pouvoir réussir à faire que ce personnage, et notamment avec ce voile, qui doit avoir un effet de transparence, parce qu'on voit une première partie du voile et puis un peu derrière, à gérer c'est extrêmement compliqué, et arriver à la faire ressortir avec à la fois ces personnages derrière et puis ce décor, voilà, je trouve que ça c'est vraiment un travail assez extraordinaire. Je pense qu'effectivement, si j'avais eu à choisir entre la version noir et blanc et la version couleur, après a posteriori la version noir et blanc est vraiment un kiff à regarder, même si effectivement elle n'est pas toujours lisible sur certains aspects. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo vous aura permis de faire votre choix entre la version noir et blanc ou la version couleur, si vous l'avez pas encore fait, si vous l'avez pas encore choisi. Mais voilà, toujours est-il que je finis là-dessus. Cet album est quand même assez recommandé. C'est bien de revoir Silvestri. Je vous avoue que j'en attendais pas grand-chose au départ. J'étais vraiment pas sûr de l'acheter. Parce que voilà, j'étais quand même resté un peu déçu par les derniers trucs de Silvestri et son approche un petit peu trop Image Comics. Là, je suis plutôt content de l'avoir retrouvé là-dedans. Beaucoup de plaisir à détailler un peu la technique, regarder un peu les planches. Voir le travail aussi fourni, ça c'est un autre truc aussi que j'aime bien, c'est apprécier une BD à l'aune du travail que ça a demandé à l'artiste et de l'investissement qu'il a pu avoir. Il aurait pu bâcler très, très honnêtement et puis commencer à fond sur les premiers épisodes et puis commencer à balancer un peu un style comme dans The Darkness avec des gros plans et peu de storytelling. Jusqu'au bout, il maintient, il fait des pages denses, il fait des pin-up, il fait du décor, il maintient sa ligne en termes artistique, en termes de coups de crayon. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent travail.
et je vous invite vraiment à découvrir ça, que ce soit en VO ou dans les éditions Urban, parce que dans tous les cas, je pense que vous pourrez, apprécier, cette série. Voilà, beh, c'est fini, pour aujourd'hui. Merci, encore pour votre fidélité et votre, soutien. N'hésitez pas, j'oublie à chaque fois de le dire, mais de vous abonner à la chaîne, de suivre sur Twitter, de partager, enfin les trucs habituels que vous connaissez si vous regardez ne serait-ce qu'une vidéo sur YouTube de temps en temps. Voilà et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour, je ne sais pas encore quoi, mais j'ai encore plein de comics sous le coude, où j'essaie de rattraper un petit peu mon retard pour pouvoir vous en parler. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu, cet album, si vous étiez, fan de Sylvestri ou pas, ce que vous avez pensé de cet album. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.